D'abord, il y a une rectification que vous devez faire. Il ne s'agit pas que du génocide de Tutsi. Il s'agit des génocides de Tutsi et de Hutus modérés, parce que dans ceux qui sont morts aveuglément à cause de la barbarie de responsables de ces génocides, ils n'ont pas tenu compte que d'une seule tribu. Il y avait aussi des Hutus modérés qui ont perdu la vie. Ceci dit, c'est un jour malheureux parce que l'humanité ne peut pas, n'est pas réagir face à une telle horreur, à une telle barbarie commise par le fils d'un même pays entre eux. C'est de dire que la culture de la haine, la culture de la violence, c'est celle qu'il faut à tout prix combattre et à tout prix bannir. Et nous, comme République démocratique du Congo, nous avons déjà depuis cette époque-là montré notre sollicitude vis-à-vis du peuple rwandais qui a été meurtri par ces événements qui sont du reste traumatisants. Mais avec l'histoire, c'est que nous constatons que la violence qui a commencé au Rwanda a été exportée en République démocratique du Congo. Et ceux qui aujourd'hui se présentent en victimes, fort malheureusement, sont devenus les bourreaux en perpétuant cette culture de violence dans le Grand Lac. Les génocides, il a existé hier au Rwanda, mais les génocides en RDC s'est transformé, il a pris plusieurs formes, il s'est déroulé à plusieurs endroits. Souvenez-vous que nous parlons des millions de morts et vous savez que dans cette stratégie des guerres recyclées par le Rwanda sous le prétexte d'éviter un autre génocide, c'est des génocides, des crimes de guerre, des massacres en tout genre qui sont commis aveuglément sur des populations innocentes qui n'ont rien fait parce que la responsabilité de ceux qui ont été derrière les génocides rwandais, les responsabilités ont été établies, il y a eu un procès, il y a encore de pans entiers de l'histoire qu'il faut élucider sûrement, mais nous considérons que ceux qui ont connu un tel drame ne peuvent pas devenir aujourd'hui ceux qui perpétuent de tels drames. Écoutez, je pense que cette question, du reste démodée, recyclée par les présidents rwandais à chacune des prises de parole, ne fait plus du tout aucun effet. Parce que, premièrement, je le disais tout à l'heure, en 1994, nous étions, nous, le pays qui a ouvert ses portes. Nous avons accueilli des Rwandais indistinctement par millions dans notre territoire. Nous leur avons donné des abris et nous avons été le premier à le soutenir. Et sur quelle base alors nous allons quitter notre tradition pacifiste pour entrer dans une logique de guerre? Et pourquoi le président rwandais ne cesse de faire de cauchemars en voulant nous attribuer ce qui en réalité les actes qu'il pose au quotidien dans notre pays? Je dois faire quelques rappels ici. Le rappel d'abord, c'est que lui, le président rwandais, a été à la base de la situation des violences que nous connaissons depuis 1996, à travers de fils recyclés, s'il faut reparler de l'AFDEL, du RCD, du M23, et tous sont connus pour avoir des tristes bilans macabres en termes de massacres. Et les massacres, nous le savons, que depuis 1996, c'est les troupes rwandaises qui dirigent ces opérations jusqu'aujourd'hui en 2026. 30 ans d'expérience dans la pratique de la mort, dans la perpétuation de massacres et dans la commission de crimes en tout genre. C'est bien là l'expertise reconnue d'ailleurs du reste mondialement au président Kagame. Alors, le président de la République, lorsqu'il arrive aux responsabilités en 2019, il marque un tournant majeur dans la ligne, dans la relation que nous avions avec le Rwanda. Je n'ai pas besoin de vous rappeler qu'il a été au premier plan de la médiation entre le président rwandais et les présidents ougandais 2019 août. Je dois encore rappeler que le président de la République a eu l'occasion à plusieurs reprises de se rendre au moins à Kigali ou de rencontrer son homologue rwandais pour discuter de comment les deux pays pouvaient regarder l'avenir ensemble. Après les tristes événements consécutifs à l'éruption du Nyiragongo en mai 2021, le président de la République s'est rendu à Rubavu, le président Kagame est venu à Goma et nous avions en ce moment-là les relations, non pas que nous avons oublié le passé coupable du Rwanda en RDC, mais nous avions fait le choix de la grandeur de penser que nous pouvons construire une histoire de paix après toutes ces années de violence. Ça, c'est le choix que le président de la République a posé, mais c'est le choix
qui a totalement contrarié les plans du président Kagame, qui, à travers l'exportation permanente de la violence dans l'est de la RDC, a mis la main sur nos ressources et il ne veut plus du tout sortir ses mains de nos ressources, et d'où l'utilisation du prétexte recyclé, démodé de la présence des FDLR qui sont des Rwandais et qui ont besoin de retourner au Rwanda. Nous l'avons fait avec le président Tshisekedi autour de 2020. Cela a été fait précédemment. Il y a eu plusieurs opérations qui ont été faites. Ils ont eu le temps, comme maintenant, ils ont le temps d'occuper ces territoires où séjournent ces Rwandais. Ils disent, le président Kagame lui-même a dit que les M23, ou lui-même, le père et le fils du M23, étaient en train de faire le travail. C'est ce qu'il a dit dans sa récente interview. Il devrait, lui, apprendre à être plus cohérent et de penser que ce n'est pas tout le monde qui cultive l'idée de la violence dans la région. Et il est donc établi aujourd'hui que l'attitude du président Kagame pose un véritable problème de stabilité pour la région. C'est ce qui justifie entre autres les sanctions américaines qui ont été prises en son encontre parce que les disques recyclés ne peuvent plus trouver des clients. Mais évidemment, une armée disciplinée, y compris dans la commission des crimes, dans la commission des génocides, c'est une manière pour lui de reconnaître justement de manière claire et assumée la responsabilité de son armée. Je rappelle le contexte. Nous étions à Washington le 4 décembre où nous sommes partis avec le président de la République entériner un accord qui a été signé depuis le mois de juin par nos différents ministres des Affaires étrangères. Lorsque vous atteignez le point de la signature d'un accord de paix, ça signifie préalablement que vous avez déjà mis à la table et vous avez déjà discuté de toutes les problématiques à la base de la guerre. Il ne devrait plus y avoir. Et vous avez vu que dans l'attaque sur Uvira, là, il n'y avait plus de prétexte sur les FDLR. Lorsque nous vous disons que les FDLR, c'est un prétexte, un faux prétexte permanemment recyclé, parce qu'il y a justement un sentiment de compassion de la communauté internationale du fait du génocide. Et donc, lui, c'est l'instrumentalisation et la politisation permanente du génocide qu'il essaie d'utiliser et de recycler. La vérité, c'est que nous, grâce aux efforts du président Tshisekedi, nous avons démontré par A plus B que le Rwanda était une république, un empire du mensonge. Et les mensonges, si vous voulez, ne prospèrent pas de manière indéfinie. Il est évident que lorsque vous vous référez aux déclarations faites par l'ambassadeur américain à New York, qui a démontré par A plus B que c'est le Rwanda qui a téléguidé, qui a commandé les opérations sur Uvira. Après avoir signé l'accord avec le président américain, il était de bon aloi que le gouvernement américain tire les conséquences de cette attitude inutilement belliqueuse et de cette attitude qui contrarie ce qui a été librement convenu autour du président américain. Et je dois rappeler ici que les Américains ont dit que c'était une première vague, il n'est pas exclu qu'il y en ait d'autres. C'est pour que lui, le président rwandais, à notre instar, puisse faire sa part dans le cadre de ce qui a été communément signé et convenu autour des Américains. Nous, les engagements pris de notre côté, nous travaillons à les exécuter et nous avons, nous, plus que tout, besoin de paix pour nos populations, pour nous permettre de poursuivre les efforts de développement entamés par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est évident, et d'ailleurs je vous conseillerais de ne plus parler des mesures de défense, entre guillemets. C'est de la même manière qu'il a exporté le concept de rwandophone dans l'idée de faire croire qu'en République démocratique du Congo, il y a des populations, il y a des terres qui auraient appartenu au Rwanda par le passé. Ici, il faut parler clairement de Hutus et des Tutsis. Ce sont des populations que nous avons aussi en République démocratique du Congo. Et il est donc évident que dans un contexte comme celui-ci que nous connaissons, le narratif est un élément important dans cette guerre. Parce que nous savons que le président rwandais est particulièrement doué dans la victimisation. Il est particulièrement doué dans la manipulation. Et donc, lorsqu'on parle des mesures, soi-disant des défenses entre guillemets, il faut parler du retrait des troupes rwandaises
de son matériel militaire et de la cessation de son soutien à des mouvements supplétifs du type M23 qui tuent et qui gouvernent par crime. Quoi qu'il en soit, il y sera contraint. Il a montré du mépris pour le processus de Luanda autour du président angolais qui s'est donné corps et âme pour permettre de trouver une solution africaine aux problèmes africains. Il n'était clairement pas, lui, le président Kagame, inscrit dans cette logique. Premier point. Deuxième point, il est donc aujourd'hui évident que la guerre que mène le président rwandais à travers son fils du M23 ou dans un jeu entre brigades avancées RDF et M23, c'est une guerre des prédations. C'est la pérennisation de ce qui a commencé en 1996. Et lorsque je faisais tout à l'heure allusion à son fils aîné, le président honoraire, c'est dire qu'il y a eu comme une forme de complicité à Kinshasa pendant toutes ces années pour qu'il garde sa mainmise sur nos ressources. Mais maintenant que le président de la République, qui avait, dès les premières heures de son arrivée, montré une disponibilité pour qu'on travaille dans la transparence entre pays frères, parce que le Rwanda sera toujours là où il est, la République démocratique du Congo aussi, le président Kagame y a répondu par la guerre. Il est donc évident aujourd'hui que quoi qu'il en soit, la ligne belliqueuse portée par le président Kagame ne peut être stoppée que par une action énergique forte. Et en l'occurrence, nous avons un médiateur qui est fort, américain, qui a donné sa caution pour que l'accord soit signé et qui aujourd'hui sait situer les responsabilités des uns des autres. Vous savez, nous étions à plusieurs reprises hésitants à l'idée d'aller signer les accords à Washington. Non pas parce que nous ne croyons pas à la médiation américaine, mais parce que nous connaissions l'adversaire en face. La preuve, quand nous étions à Washington pour signer, lui, il était dans son plan pour aller à la conquête d'Uvira, soi-disant pour protéger la communauté Banyamulenge, ce qui n'était pas sa motivation principale. Et vous savez que lorsque nous avons signé cet accord, le président rwandais lui-même, en réalité, il s'est fait piéger parce qu'il a pris un engagement. Et c'est cet accord aujourd'hui qui permet aux Américains de l'utiliser comme levier pour qu'il respecte, lui, le président rwandais, les promesses qu'il a faites au président américain. Il peut continuer à s'agiter, il peut continuer à faire du verbiage, il peut continuer à pérorer tel qu'il sait le faire, mais les faits sont têtus, ils sont là, et nous allons nous assurer que dans le cadre de ces processus de Washington, parce que nous croyons à la médiation américaine, parce que nous travaillons fermement au retour de la paix, nous allons continuer à faire ce que nous devons faire pour que cet accord puisse produire pleinement les effets qui sont attendus, notamment le retour de la paix, avant d'envisager justement des discussions au plan économique. Alors d'abord, ce sont des contradictions qui sont liées au président rwandais. Je vous renvoie à sa propre dernière interview où lui, il a revendiqué offrir son territoire, offrir des munitions, des renseignements pour ceux qui, des Congolais kagamisés, pour ceux qui, il estime, peuvent porter le projet de venir renverser le pouvoir démocratiquement élu en République démocratique du Congo. Il est dit clairement dans son interview. Ensuite, il y a des actes qui les corroborent. Je voudrais vous épargner des cycles qui commencent depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui. Pour en venir à ce que vous dites au sujet de Jean-Luc Habyarimana, d'abord, il y a une chose qu'il faut reconnaître. C'est que Jean-Luc Habyarimana, lui comme sa famille, sont aussi des victimes de l'acte qui a précédé les génocides rwandais. Il est important que si un travail de mémoire doit être fait, le travail de mémoire doit être fait pleinement. Il y a évidemment une part de justice qui doit être dite pour les familles du président Habyarimana, pour les familles du président burundais qui sont décédés dans le crash ou dans l'attentat contre le Falcon qu'il transportait. Je rappelle que le président Habyarimana était un homme qui soutenait les processus de paix. Et pour en venir à son fils, ce n'est pas un chef de guerre.
Je n'ai jamais lu un quelconque poste de lui disant qu'on devait renverser le régime rwandais. Et le narratif qui est tenu par le président rwandais est un narratif mensonger et d'agitation parce qu'il faut à tout prix trouver des raccourcis pour justifier la présence de ces forces de manière totalement illégale sur notre territoire. Je disais tout à l'heure que ce n'est pas un chef de guerre, contrairement à ceux que Kigali soutient dans la déstabilisation de notre pays. Jean-Luc Abiyarimana est devenu un leader politique qui prône la paix et la réconciliation nationale. C'est cette question de la réconciliation que le président Kagame n'a pas réussi. Ce n'est pas parce qu'il a supprimé sur papier les tribus et les ethnies qu'il a réussi à relever ces défis de la réconciliation pour un pays qui a été tant marqué. Je rappelle que durant les génocides, ce n'est pas seulement les Tutsis qui ont été tués, des Hutus modérés ont aussi été tués, qui a un besoin que cette réconciliation puisse être faite. Et il ne peut pas, lui, de manière permanente, continuer à trouver en certains Rwandais, fut-il FDLR, un motif permanent pour continuer à perpétuer des massacres, y compris dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le président rwandais, dans cette quête justement de construire un Rwanda réconcilié, devrait se remettre en question et comprendre que le choix qu'il a fait d'instaurer un régime de terreur et de répression contre toute velléité de contredire sa gestion du pays pose un problème. Au-delà du fait qu'il accueille les Congolais qui ne cachent pas leur intention belliqueuse d'attaquer les institutions démocratiquement élues, mais il maintient en son sein un régime de répression, un régime d'oppression qui étouffe toute forme de voix discordante. Que vous soyez opposant politique, que vous soyez artiste musicien, que vous soyez un quidam, le Rwandais ne vivent pas dans un espace de liberté. Au contraire, ils vivent dans un espace d'oppression. Et donc, il est clair qu'aujourd'hui, que pour nous, Kinshasa, nous avons fait le choix de la paix. Le président de la République l'a toujours dit, que nous n'avons pas de problème avec le peuple rwandais parce que nous pensons que le Rwanda est un pays frère qui restera indéfiniment voisin de la RDC et que nous ne pouvons pas perpétuer la culture de la violence telle que le président rwandais le fait parce que ce n'est pas en sémant la violence qu'on peut récolter la paix. En sémant la violence, on ne peut récolter que la violence. Et nous sommes particulièrement engagés vers des dynamiques de paix. Et donc, le président rwandais ne devrait pas prendre panique, y compris dans nos amitiés. Nous recevons de Français, nous recevons des Américains. Nous pouvons aussi avoir des amis rwandais avec qui nous pouvons discuter des questions de paix et de réconciliation nationale au Rwanda. Pourquoi ne les ferions-nous pas? Ce n'est pas parce que le président Kagame s'invente des adversaires, s'invente des chefs des guerres virtuelles que nous devrons nous abstenir de l'idée de considérer que nous devons avoir des ponts avec les pays voisins, notamment le Rwanda, pourquoi pas à travers certains de ses fils.